comme vous l'avez vu dans le programme, c'est un peu hirsute, effectivement, de dire les choses comme cela, poète d'hier et d'aujourd'hui. Mais moi, je pense toujours dans ce genre de manifestation, finalement, aux gens qui ont peu lu, et parfois qui n'ont pas lu du tout Saint John Perse. Il faut aussi faire découvrir, c'est aussi ça le sens de la diffusion, de la manière la plus simple que possible, mais en évitant évidemment la trivialité. Donc pour cela, je suis très bien accompagné. Vous voyez à ma gauche deux des plus éminents universitaires qui ont travaillé sur l'œuvre de Saint John Perse, en la personne de Mme Michel Aquien et M. Roger Little. Vous avez leur notice biographique sur les programmes qui vous ont été distribués à l'entrée. Et puis, à ma droite, nous allons aborder, si vous voulez, dans un second temps, les nouvelles voies de la recherche persienne, en focalisant notre propos sur une étrangeté, puisque c'est un numéro de la Nouvelle Anabase qui doit paraître depuis maintenant 3 ans, et par beaucoup de circonstances, on va dire, les choses ne sont toujours pas faites. En tout cas, le mois prochain, ce sera chose faite, on aura abouti à ce magnum opus, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que c'est un ouvrage qui nous tient à cœur, que nous faisons à 3 voix, avec Esa Hartmann, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour raison de santé, donc elle me prie de vous excuser, de s'excuser, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc nous allons voir les deux versants, le passé, c'est-à-dire en quoi finalement Saint John Perse est un poète du patrimoine, et en quoi il importe de le redécouvrir, et puis dans quelle mesure la recherche actuelle permet aussi de revigorer les terrains intellectuels qu'on peut avoir pour cette poésie. Alors il est difficile, et c'est un travail un peu d'équilibriste, de demander à ces universitaires qui sont à ma gauche en quoi Saint John Perse appartient depuis si longtemps déjà à notre patrimoine littéraire, même s'il est peu lu. En quoi à ce qu'on dit, il occupe dans l'histoire de la poésie moderne une position d'équilibre entre les écoles comme le surréalisme, à la sortie du symbolisme, et en quoi son écriture est particulièrement originale. Bon, c'est une question que je sais être assez brutale, mais enfin bon, je m'en excuse, mais enfin je vous la pose d'entrée de jeu. Comment vous pourriez définir cette place de Saint John Perse dans notre patrimoine poétique, dans notre patrimoine littéraire aujourd'hui? C'est dur, on va te le dire. Ah bon, je pense que, comme l'a dit Henriette Le Villain tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est une place à part. Dans plusieurs sens du terme, à part à cause justement du fait qu'il était homme d'Atlantique de naissance, mais de nouveau, justement, pendant la guerre, dans son exil et dans les années d'après-guerre, encore dans le Nouveau Monde. Mais c'est aussi le fait qu'il soit ce poète des grandes distances, des grands espaces, qui fait qu'il domine le monde d'une manière exceptionnelle et je dirais surtout non hexagonale. Il ne veut pas se limiter, il ne veut pas se laisser contraindre par l'hexagone, qui est en quelque sorte, et je l'ai ressenti au fil des années personnellement aussi, une figure géométrique tellement parfaite qu'il n'y a pas d'entrée possible pour celui qui se trouve à l'extérieur. L'hexagone est justement la forme créée par l'abeille dans sa ruche, et il n'y a pas interpénétration entre les hexagones, en l'occurrence, et cette exclusion qui est en partie bien sûr volontaire de sa part, mais aussi je pense de la part des Français, on l'a dit tout à l'heure, fait que lui ne s'intègre pas totalement dans une dynamique de la pensée purement hexagonale. Il ne peut pas être compté comme un cartésien, par exemple. Ce n'est pas du tout sa mode de pensée, du moins son mode de pensée, surtout. Même si chez Descartes, bien sûr, il y a ces envolées poétiques qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, qui dépassent la stricte
la stricte conjoncture de la pensée dite cartésienne. Alors, une place à part aussi, de par son écriture. Et là, qui lui ressemble? Et à qui ressemble-t-il? Certes, il a des affinités. On dirait aujourd'hui plutôt des intertextes que des influences. Tout poète, tout écrivain d'ailleurs nie les influences, ça se comprend. Il faut faire son chemin à part, individuel, etc. C'est la création d'un style individuel pour se distinguer des autres. Mais il y a forcément des attaches littéraires comme personnelles, Claudel bien sûr, mais aussi Rimbaud, dont l'œuvre également est très mince, n'est-ce pas, et voire Baudelaire, en matière du moins de poésie, qu'est-ce qu'il y a? Les Fleurs du Mal, le Spleen de Paris, qui sont des poèmes en prose. Est-ce que ça compte comme de la poésie? Enfin, à mon sens, oui, bien sûr, mais c'est quand même autre chose. Et Baudelaire a à faire, bien sûr, de la critique littéraire et artistique, musicale, et ainsi de suite. Rimbaud, à peine. Qu'est-ce qu'on a? Son œuvre poétique, y compris, bien sûr, des poèmes en prose qui sont absolument admirables, et puis une correspondance qui n'est souvent pas littéraire, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas tant la minceur de l'œuvre, si l'on veut, sur laquelle j'insisterai, mais la qualité. Et cette qualité aussi le met à part. Est-ce qu'il a eu une sorte de descendance littéraire des gens qui le reconnaissent? Oui, c'est sûr. Mais à mon sens, il y a davantage d'influence ponctuelle de la part de Claudel chez les écrivains d'aujourd'hui, dont Pierre Auster, ici présent, que de Saint John Perse lui-même, qui a essayé, à mon sens, de trouver un équilibre entre exigence et liberté, contrainte et liberté. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure de manière très, très ponctuelle et très précise du discours de Stockholm, il m'est revenu à l'esprit une phrase ou un bout de phrase, une fin de phrase qu'il a écrite en 1911 déjà à Claudel, faire à même notre temps de l'inactuel avec précision. Et il me semble qu'il redit cela d'une autre manière dans son discours du prix Nobel. Et donc il y a une continuité chez lui de ce rapport direct avec son temps, tout en prenant sa hauteur, bien sûr. Et cette volonté de trouver dans l'intemporel, dans l'inactuel, quelque chose qui puisse durer, que ce soit le dur désir de durer chez l'un ou, n'est-ce pas, des choses analogues que l'on trouve chez René Char, par exemple. Il y a toujours cette volonté, me semble-t-il, chez les vrais poètes, de durer, de faire de sorte qu'une œuvre existe, continue à exister après leur décès personnel. Avec cela, pour le situer davantage dans le temps, si je peux me permettre, pensons justement à 1960 précisément. Henriette Le Villain a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas, elle n'a pas trouvé à l'époque de critiques littéraires sur lesquelles elle pouvait s'appuyer en découvrant Saint John Perse dans ses 2 volumes de la collection blanche chez Gallimard en 1960. Et pourtant, il y avait déjà eu, dans les années 50 notamment, n'est-ce pas, justement une critique littéraire, et que je qualifierais toujours de littéraire, pas du tout universitaire, ça viendra plus tard, mais littéraire, oui, avec justement les travaux d'Alain Bosquet, de Pierre Guerre, de Jean Paulhan,
et justement de Roger Caillois, qui s'en distingue quand même un peu, lui qui touche à la poésie avec beaucoup de précaution, n'est-ce pas, et qui a quand même fait un premier pas important, à mon sens, très important, en matière de linguistique, d'une approche qui soit à la fois littéraire et qui pénètre également dans ce dont la littérature est composée, à savoir les mots. Et ça, n'est-ce pas, c'est important. Donc on avait quelques éléments même avant 1960, et c'est seulement beaucoup plus tard que les universités ont emboîté le pas à cette critique proprement littéraire. Bon, je m'arrête. Parce que... Disons que nous pouvons marquer un astérisque qui est tout à fait, qui tombe à point nommé, parce que, bon, nous pourrons revenir tout à l'heure sur différents aspects que vous avez évoqués, notamment, en somme, l'universalité de la poésie de Saint John Perse. Un poète qui se retire, qui regarde ailleurs, qui regarde au-delà de sa propre francité, même s'il revendique son allégeance française. Donc cela, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la seconde partie du débat. Mais quand vous parlez tout particulièrement de la critique, cette critique des années 50, j'y suis particulièrement sensible pour la raison suivante. C'est que je dois vous avouer que j'ai été depuis longtemps assez étonné de voir qu'on relègue cette critique des années 50 à une sorte de révérence aveugle qu'on l'on voudrait générale, etc. Il n'en est rien. Le sérieux des travaux de Roger Caillois et puis évidemment les travaux d'Alain Bosquet sont là pour nous montrer que la révérence, certes, était peut-être celle de la première époque de contact avec l'œuvre de Saint John Perse, mais on ne s'est pas arrêté là du tout. Mais il est vrai que même dans ces années 50, à partir du moment où émerge un discours critique comme celui de Roger Caillois qui se restreint volontairement aux aspects stylistiques, et nous pourrons y revenir tout à l'heure avec Michel Aquien, aux aspects stylistiques de l'œuvre de Saint John Perse, tout de suite une réaction se fait jour pour opposer à cette vision-là ce que Saint John Perse finalement lui-même rejetait, c'est-à-dire l'exotisme. Et je voudrais, un peu pour vous amuser, vous faire découvrir un document très rare qui est une critique assez ironique de Max-Paul Fouchet en 1954 à la RTF de la parution de Poétique de Saint John Perse de Roger Caillois. C'est un document vraiment d'époque et qui finalement relègue Saint John Perse tout entier dans cet exotisme qu'il rejetait lui-même. Voilà. Si on peut... M. Roger Caillois vient de consacrer une étude tout à fait remarquable au poète Saint John Perse. Le seul reproche que l'on pourrait faire à cette étude, c'est qu'elle s'adresse surtout aux connaisseurs de la poésie de Saint John Perse. Donc elle nous offre plutôt un prétexte à évoquer devant les caméras la poésie de Saint John Perse et l'homme. Vous savez que Saint John Perse, vous le savez peut-être, est un poète de plus en plus connu et de plus en plus tenu pour l'un des plus grands. Mais qui se cache sous cet étrange nom Saint John Perse? Eh bien, un homme, somme toute, assez étrange. Un homme né en 1887 et qui portait alors ce nom, Alexis Saint-Léger Léger. Il faut dire qu'il était né dans une petite île à Saint-Léger-les-Feuilles qui se trouve près de la Guadeloupe. Et ses premiers amis, peut-on dire, furent les forces telluriques, les forces mystérieuses de la nature tropicale. Lorsque j'ai rencontré Saint John Perse, il y a quelques années à Washington, il m'a expliqué comment il était devenu poète. Et il m'a expliqué la chose de la façon suivante. Il y avait eu un jour une goélette qui était venue s'amarrer dans une crique que l'on voyait de la maison de ses parents. Et lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il n'y avait plus de goélette. Elle avait disparu. Il s'inquiéta, on lui dit que pendant son sommeil, il y avait eu un raz-de-marée et que la goélette se trouvait transportée dans la montagne. Il demanda à aller voir la goélette et effectivement, la goélette était dans la montagne. C'était devenu une sorte de bateau
de fleurs, d'oiseaux, d'insectes. Déjà les lianes s'enroulaient au cordage, déjà les lianes s'enroulaient au mât. Et il allait très souvent, me disait-il, voir cette espèce de corbeille merveilleuse, de corbeille féerique, sur le sommet de la montagne, cette corbeille qui avait été un voilier et qui était maintenant une volière d'oiseaux, d'insectes, de papillons. Ce fut pour moi, dit-il, la poésie, et d'ailleurs toute mon enfance fut mêlée aux hommes et aux bêtes des tropiques, et dans l'un de ses premiers livres, il écrit d'ailleurs, en parlant de cette enfance guadeloupéenne, « Ah, les servantes de ma mère, grandes filles luisantes, et nos paupières fabuleuses aux clartés, aux faveurs, appelant toutes choses, je récitais qu'elle était grande, appelant toute bête qu'elle était belle et bonne, et aussitôt mes yeux tâchaient à peindre un monde balancé entre des eaux brillantes, connaissait le malice des fûts, la une sous les feuilles et les guises et les vergues, les hauts bancs de lianes, où trop longues les fleurs s'achevaient en des cris de perruches. » Eh bien, ce jeune poète entra dans la carrière diplomatique. Il entra dans la carrière diplomatique en 1914 et rue la Chine, cavalier dans le désert de Gobi, puis ensuite marin sur un petit bateau qui lui appartenait parmi les mers de l'Océanie. C'est en 1921 que sa vocation se décida. Il était à Washington où se tenait une grande conférence internationale où il y avait Briand, Aristide Briand. Et Aristide Briand lui disait « Monsieur, vous devriez absolument faire de la diplomatie votre métier. » Mais Alexis n'y tenait pas, ça ne lui plaisait pas. Un jour, le président Briand lui demanda de se promener avec lui sur le yacht présidentiel le long de la rivière Potomac, et ils longèrent une forêt. Et Briand racontait ses souvenirs, si bien que le jeune Alexis dit au président « Mais, monsieur le président, vous devriez écrire, faire un livre de vos souvenirs. » Alors Aristide Briand lui montra un arbre sur la rive et lui dit « Regardez donc, Alexis, regardez donc ces arbres. Savez-vous ce que c'est qu'un arbre? Un arbre, eh bien, c'est un livre, mais un livre, c'est la mort d'un arbre. » Et cette pensée si subtile, si profonde d'Aristide Briand troubla tellement le jeune poète qu'il décida de devenir l'adjoint de Briand, et jusqu'en 1940, il fut au Quai d'Orsay, il fut Alexis Léger, c'est-à-dire le secrétaire général du Quai d'Orsay, l'un des conseillers de la politique extérieure française, peut-être même le conseiller par excellence de la politique extérieure française. Et puis, ce fut la défaite, il alla à Washington, cette fois-ci pour longtemps, il y est encore. Pendant sa carrière de diplomate, il avait écrit naturellement des poèmes. Ces poèmes ont disparu. Pourquoi? Parce que les nazis, qui haïssaient particulièrement le secrétaire général du Quai d'Orsay, Alexis Léger, vinrent chez lui dès son départ, dès l'occupation de Paris, brûlèrent ses manuscrits. Ils ne laissèrent dans son appartement qu'une petite table. Sur cette table, un exemplaire du traité de Versailles, et ils avaient épinglé sur cet exemplaire du traité de Versailles un papier sur lequel on lisait « Grand bien vous fasse à vous, dernier défenseur de la dernière victoire française ». Quelle est l'inspiration d'Alexis Léger? Eh bien, ses poèmes sont amples, très amples. Son rêve, c'est d'écrire, nous dit-il, un grand poème né de rien, fait de rien, une seule et longue phrase sans césure et à jamais inintelligible. Ne souriez pas, les poèmes d'Alexis Léger ne sont pas inintelligibles pour qui s'y intéresse, pour qui s'y attache. Il semble qu'il évoque devant nous une légende à la fois de mémoire et de non-mémoire, mémoriale et immémoriale. D'abord, c'est le paradis de son enfance, puis ce grand livre qu'il intitule Anabase. Nous montons sur un haut plateau désert, une sorte de haut Tibet, si vous voulez, et là, le vent passe. Et dans le vent passe, nous entendons des espèces de discours lointains, des discours tenus, si vous voulez, par des hommes qui furent des chefs d'État, des législateurs, des mages. Tout s'est effondré, les civilisations ont disparu, mais le vent porte encore la parole des hommes constructeurs, des inventeurs, si vous voulez, de ce monde. Et Léger lui-même fait une sorte d'inventaire du monde. Il appelle le monde, toutes les richesses du monde. Et l'on entend la voix des conquérants, une voix très mélancolique, qui dit « Nous n'habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice. » Puis sur ce haut plateau désert, alors, les derniers compagnons du poète en exil, la pluie, le vent, la neige, et tout s'efface. On ne voit plus que de grands siècles en voyage dans la poussière. C'est une poésie peut-être difficile, en langue difficile, qu'on peut lire seulement en se reportant à l'étymologie des mots avec le dictionnaire, et M. Roger Caillois, justement, dans son livre, en fait une analyse très sévère et très exacte.
mais c'est surtout une poésie d'espace, une poésie qui veut l'espace intérieur, une poésie qui nous appelle à une sorte de départ constant. Et lorsque je dis cela, je pense à mon départ de Washington. Je vois encore Alexis Léger sur l'aérodrome m'accompagnant. Je vois encore cette espèce de grand terre-plein de tous les aérodromes, et particulièrement de celui de Washington. Léger était là, il neigeait. Je montais dans l'avion, il courut après moi et il me dit simplement ceci, citant ainsi la phrase d'un vieux lama: « L'homme naît sous la tente, mais il meurt au désert. » Alors effectivement, au-delà de la raillerie qu'on pourrait très facilement avoir vis-à-vis d'un discours de cet ordre, même s'il est quand même très substantiel, il y a là aussi, je dirais, un aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est dans quelle mesure St. John Perse lui-même, très tôt, a un peu dressé un écran, une sorte de paravent pour qui voudrait rentrer de plein pied dans son œuvre et dans son style. Je veux parler de cette légende qu'il s'est plu à diffuser autour d'un corpus d'anecdotes que nous connaissons tous, quand on a lu Pierre Guerre, quand on a lu tous ces témoignages-là. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une sorte de frein pour rentrer dans des choses peut-être plus essentielles dans l'attitude spirituelle de cette poésie et puis aussi dans la particularité de son style? Est-ce que vous ne sentez pas, vous, qu'il y a un peu cet écran de légende? Mais pour faire une projection de soi-même, il faut une protection de soi-même, me semble-t-il, n'est-ce pas? Sinon, la vulnérabilité de l'individu sensible est telle que on est happé par le public, on est envahi de l'extérieur et on n'a plus cette possibilité de vivre une vie intense, intime, artistique, créatrice, que souhaite le poète ou l'artiste de manière générale. Donc je comprends cela. D'autres poètes sont des ours, n'est-ce pas, pour la même raison, mais peut-être avec moins de bonheur, c'est tout. Et c'est peut-être en cela, en fait, qu'il a construit ce masque sur lequel on est si souvent revenu. Oui, enfin, à mon sens, oui. Nous le sentons tous, me semble-t-il, n'est-ce pas? On ne peut pas être à la merci de tout un chacun tout le temps, sinon on n'aurait absolument plus de possibilité de vie intérieure, de vie créatrice, de vie artistique. Même si cet aspect-là se limite à la seule création critique. Tout à fait. Je voulais un peu situer notre propos en termes historiques bien en deçà, bien auparavant du prix Nobel de littérature. Lorsqu'éclot finalement la poésie de St. John Perse sur la scène, on va dire, poétique française, c'est-à-dire à partir de l'édition des Loges, quelles sont finalement les voies de cette nouvelle poésie? On a parlé d'une restitution de la parole déclamatoire, d'un statut très particulier de la parole. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en termes stylistiques, Michel Aquin, à partir des Loges? C'est un petit peu difficile de vous répondre de manière trop simple, parce que je crois que toute création artistique s'inscrit dans une histoire, et un poète trouve sa voix plus ou moins tôt. Il est bien certain que St. John Perse a trouvé la sienne quand même très tôt. Je crois que ça... et très tôt, et il l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. Je crois que vraiment, il y a 70 ans de poésie chez St. John Perse, et vraiment sur une lignée. Une lignée qui prend certainement sa source de manière antérieure, dans la poésie symboliste. Ses poèmes de jeunesse le montrent très bien. Roger vient d'indiquer effectivement d'autres sources. Et de toute façon, il le dit lui-même, une même vague depuis Troie, etc. Donc c'est vraiment une source de toute éternité. C'est aussi, je pense, un homme qui a un grand sens du mythe. Un grand sens du mythe, donc il était capable d'élaborer son propre mythe avec le fameux... Vous voyez, moi j'ai trouvé que c'était pas mal du tout ce que disait Max-Paul Fouché. Pour tout vous dire, quand même une époque
bon, en 1954, on avait quand même le nez dans l'histoire, et l'homme St. John Perse, enfin Alexis Léger St. John Perse n'était pas encore connu comme il l'est maintenant, il n'y avait pas encore eu de travaux. Eh bien, je trouve que c'est très bien senti, c'est très bien vu. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais vous voyez, le mythe de l'îlet Saint-Léger aux feuilles, il est là. Il est là. Bon, voilà. Mais ça fait partie de ce qu'a élaboré et à la fois Alexis Léger, en tant que petit garçon béquet dans une famille où il était le seul garçon, adoré par tout le monde, etc. Et ça, je crois que c'est quand même très, très important. C'est une première protection. En fait, je pense qu'il y a deux masques chez St. John Perse. Bon, voilà. Il y a le masque Alexis Léger, avec tout ce que disait Henriette sur l'aspect quand même de vanité. Il faudra que l'histoire passe pour qu'on puisse se remettre de cela, mais bon, ça se fera, ça c'est évident. Et puis il y a le masque de St. John Perse lui-même, avec cette hauteur, mais il y a le courant vivant de sa poésie, et cela, ça restera. Ce poème né de rien, fait de rien. Ce rien, c'est extrêmement important, justement, parce que c'est ce qui fait qu'il a sa voix VOIX et VOIE originale, personnelle, et une voix dans laquelle, véritablement, il fait foisonner la langue. Hein, et personnellement, c'est cela qui m'a totalement attirée dans sa poésie. Et ce foisonnement, justement, je trouvais que c'était très intéressant dans ce qu'en avait retiré Max-Paul Fouché lors d'une quand même rencontre relativement brève, mais manifestement très riche avec le poète. C'est ce foisonnement, justement, qu'a pu voir le poète, qui a donné naissance, hein, il le dit comme naissance en lui de la poésie, ce moment où s'interpénètrent les règnes, le végétal avec l'animal, avec ce qui est fabriqué par l'homme. Et dans sa poésie, on retrouve cet entrelacement, cet enrichissement des mots les uns par rapport aux autres, à l'intérieur des mots. C'est plusieurs portées d'une partition, pour parler comme Lacan, et il a parfaitement raison. Et c'est en cela que la rencontre avec St. John Perse, personnellement, m'a permis ensuite de m'ouvrir les voies d'écoute de la poésie, d'une manière générale, de l'art, et de la psychanalyse, parce que ce fait de rien, justement, c'est ce qu'est l'homme. Et c'est là qu'est la justesse profonde de St. John Perse. Par-delà tout ce qui peut éventuellement agacer, tout ce qu'on voudra, il y a cette justesse profonde qui fait qu'il sonde l'homme au plus juste. Et vous voyez, en écoutant le discours du Nobel si bien lu par le lecteur, eh bien, je trouve qu'on retrouve cette justesse qui transcende beaucoup de choses, qui transcende les masques et qui transcendra le temps, ça c'est sûr. Et vous seriez donc d'accord pour dire que cet ensemble si particulier, si original, éclot à partir des loges, c'est-à-dire qu'on reçoit cette novation particulière à partir des poèmes d'éloge. Tout à fait. Partons d'Image à Crusoé. Dans Image à Crusoé, il y a déjà tout. Et Image à Crusoé, c'est 17 ans. Et quand même marqué par le symbolisme encore par certains traits. Évidemment, oui. Évidemment, quand vous allez voir une rétrospective de peintres, vous voyez toutes les influences qui se sont exercées sur lui, et puis à un moment, il éclot, c'est lui. Ben voilà, c'est la même chose. Comme vous avez parlé du pacte des lianes inextricables, je voudrais qu'on entende justement quelques extraits de Pour fêter une enfance, puis d'éloges par nos deux comédiens. Pour fêter une enfance, palme. Alors on te baignait dans l'eau de feuilles vertes, et l'eau encore était du soleil vert. Et les servantes de ta mère, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes près de toi qui tremblais. Je parle d'une haute condition alors, entre les robes, au règne de tournante clarté. Palme, et la douceur d'une vieillesse des racines,
La terre alors souhaita d'être plus sourde et le ciel plus profond, où des arbres trop grands, là d'un obscur dessein, nouaient un pacte inextricable. J'ai fait ce songe dans l'estime, un sûr séjour entre les toiles enthousiastes. Et les hautes racines courbes célébraient l'en allée des voies prodigieuses, l'invention des voûtes et des nefs. Et la lumière alors, en de plus purs exploits fécondes, inaugurait le blanc royaume où j'ai mené peut-être un corps sans ombre. Je parle d'une haute condition jadis, entre des hommes et leurs filles, et qui mâchaient de telles feuilles. Alors les hommes avaient une bouche plus grave, les femmes avaient des bras plus lents. Alors, de se nourrir comme nous de racines, de grandes bêtes taciturnes s'ennoblissaient, et plus longues sur plus d'ombre se levaient les paupières. J'ai fait ce songe, il nous a consumés sans relique. Et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes, et nos paupières fabuleuses, ô clarté, ô faveur. Appelant toute chose, je récitais qu'elle était grande, appelant toute bête qu'elle était belle et bonne. Ô mes plus grandes fleurs voraces, parmi la feuille rouge, à dévorer tous mes plus beaux insectes verts. Les bouquets au jardin sentaient le cimetière de famille, et une très petite sœur était morte. J'avais eu, qui sent bon, son cercueil d'acajou entre les glaces des 3 chambres. Et il ne fallait pas tuer l'oiseau-mouche d'un caillou. Mais la terre se courbait dans nos jeux, comme fait la servante, celle qui a droit à une chaise si l'on se tient dans la maison. Végétale ferveur, ô clarté, ô faveur. Et puis ces mouches, cette sorte de mouche vers le dernier étage du jardin, qui était comme si la lumière eût chanté. Je me souviens du sel que la nourrice jaune dut essuyer à l'angle de mes yeux. Le sorcier noir sentenciait à l'office, le monde est comme une pirogue qui, tournant et tournant, ne sait plus si le vent voulait rire ou pleurer. Et aussitôt, mes yeux tâchaient à peindre un monde balancé entre les eaux brillantes, connaissaient le mât lisse des fûts, la hune sous les feuilles, et les gui et les vergues, les hauts bancs de lianes, où trop longues, les fleurs s'achevaient en des cris de perruches. La poésie, donc effectivement, la poésie de Saint John Perse éclot à ce moment-là. Cette parole, ce statut de la parole commence à se mettre en place. Le reste de l'œuvre va donner une évolution toute particulière, mais le moment d'éloge, effectivement, pour nous, est quelque chose de fondamental. Les rythmes de l'orgueil descendent les mornes rouges. Les tortues roulent au détroit comme des astres bruns. Des rades font un songe plein de têtes d'enfants. Sois un homme aux yeux calmes qui rit, silencieux, qui rit sous l'aile calme du sourcil, perfection du vol. Et du bord immobile du cil, il fait retour aux choses qu'il a vues, empruntant les chemins de la mer frauduleuse. Et du bord immobile du cil, il nous a fait plus d'une promesse d'île, comme celui qui dit à un plus jeune « tu verras ». Et c'est lui qui s'entend avec le maître du navire. Or, ces eaux calmes sont de lait, et tout ce qui s'épanche aux solitudes molles du matin. Le pont lavé avant le jour d'une eau pareille en songe au mélange de l'aube fait une belle relation du ciel. Et l'enfance adorable du jour, par la treille des tentes roulées, descend à même ma chanson. Enfance, mon amour, n'était-ce que cela? Enfance, mon amour,
ce double anneau de l'œil et l'aisance d'aimer. Il fait si calme et puis si tiède. Il fait si continuel aussi, qu'il est étrange d'être là, mêlé des mains à la facilité du jour. Enfance, mon amour, il n'est que de céder. Et l'ai-je dit alors, je ne veux plus même de ces linges à remuer là, dans l'incurable, aux solitudes vertes du matin. Et l'ai-je dit alors, il ne faut que servir, comme de vieilles cordes. Et ce cœur-là, qu'il traîne sur les ponts, plus humble et plus sauvage, et plus qu'un vieux faubert exténué. Nous avons un clergé, de la chaux. Je vois briller les feux d'un campement de soudeurs. Les morts de cataclysme comme des bêtes épluchées dans ces boîtes de zinc portées par les notables et qui reviennent de la mairie par la grande rue barrée d'eau verte. Oh, bannières gaufrées comme des dos de chenilles et une enfance en noir pendue à des glands d'or, sont mis en tas pour un moment sur la place couverte du marché, où, debout et vivant, et vêtu d'un vieux sac qui fleure bon le riz, un nègre dont le poil est de la laine de mouton noir grandit comme un prophète qui va crier dans une conque, cependant que le ciel pommelé annonce pour ce soir un autre tremblement de terre. Ceux qui sont vieux dans le pays, le plus tôt sont levés, à pousser le volet et regarder le ciel, la mer qui change de couleur et les îles, disant « La journée sera belle si l'on en juge par cette aube ». Aussitôt c'est le jour, et la tôle des toits s'allume dans la transe, et la rade est livrée au malaise, et le ciel à la verve, et le compteur s'élance dans la veille. La mer entre les îles est rose de luxure, son plaisir est matière à débattre, on l'a eu pour un lot de bracelets de cuivre. Des enfants courent au rivage, des chevaux courent au rivage, 1 million d'enfants portent leurs cils comme des ombelles. Et le nageur a une jambe en eau tiède, mais l'autre pèse dans un courant frais. Et les gonfrènes, les ramis, la calife à fleurs vertes et ses piléas cespiteuses qui sont la barbe des vieux murs s'affolent sur les toits au rebord des gouttières, car un vent, le plus frais de l'année, se lève au bassin d'îles qui bleuissent, et déferlant jusqu'à ces cailles plates, nos maisons coulent au sein du vieillard, par le havre de toile jusqu'au lieu plein de crin entre les deux mamelles. Et la journée est entamée. Le monde n'est pas si vieux que soudain il n'est ri. Si on voulait prendre le point de vue vraiment de celui qui n'a jamais entendu parler un peu de l'histoire de l'évolution du vers, etc., on pourrait être surpris, Michel Aquien, cette poésie n'est pas versifiée, et pourtant il parle, Saint John Perse, de métrique interne, et on a parlé chez lui d'un usage du verset, qui est peut-être différent de celui de Claudel. Alors qu'est-ce que c'est que le verset finalement ? Alors, le verset, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et très difficile à saisir. Très difficile à saisir parce que on parle de versets pour Claudel, et c'est pour Claudel qu'on a commencé à parler de versets. Or, Claudel n'a jamais parlé que de vers. Oui, non, mais bien sûr. Mais la Bible elle-même, c'est très compliqué, parce que c'est la présentation nouvelle d'Étienne qui a permis de parler de versets, parce qu'auparavant, c'était des paragraphes continus. Et c'est lui qui a numéroté tout cela, qui a introduit donc des versets. C'est au XVIe siècle. Donc là, il s'agit d'analogie. Et on a parlé de versets pour Claudel à cause de la tonalité
Donc on se passait du côté du signifié, pas du côté de la poétique même. Hein. Donc là, vraiment, il y a un malentendu. Claudel lui-même n'a jamais parlé que de vers libre. Il était dans le mouvement du vers libre. Avec le Saint John Perse, on a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui serait beaucoup plus à ramener du côté justement des symbolistes, mais des symbolistes en tant que traducteurs. Je pense par exemple à Vielle-et-Griffin, qui avait fait des traductions, et des traductions qui ont beaucoup frappé les gens. Elles paraissaient dans la vogue, et les poètes constataient que la traduction laissait quand même passer de la poésie. Bon. Alors Saint John Perse, là, va s'approprie quelque chose qui est entre le vers libre et le poème en prose. Et il en fait quelque chose avec un rythme. Un rythme où il est très facile de retrouver à chaque instant des éléments de la métrique traditionnelle, en particulier alexandrin, décasyllabes et octosyllabes. On a parlé aussi beaucoup du fait qu'il aime beaucoup le rythme 8-6, 6-8. Mais il y a aussi de l'impair chez Saint John Perse. Il fait varier les choses. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça le met véritablement dans quelque chose qui est en train d'émerger et qui émerge aussi dans le roman. Vous voyez, quand on étudie par exemple Céline, Le voyage au bout de la nuit, où il dit qu'il voulait jazzer la langue française comme l'avait fait avant lui Morand, donc encore un romancier, eh bien, on se trouve avec des éléments métriques dans cette poésie. S'il y a un poète qui est à cet égard très proche de Saint John Perse, c'est par exemple Sangor, hein, avec une poésie où on retrouve aussi des alexandrins, des décasyllabes. Voilà. Donc, il invente une manière quand même. Hein, il invente une manière, mais une manière à laquelle il sera fidèle toute sa vie, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous pensez, Roger Little, que cet aspect rapproche peut-être la poésie de Saint John Perse de la prosodie anglaise, ou bien je dis vraiment n'importe quoi en l'occurrence? Tu dis n'importe quoi, oui. Alors là, je ne pense pas du tout. Non, il est vraiment dans la tradition française, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a justement, et Michel Aquin vient très bien de le dire, il y a cet équilibre entre contrainte et liberté, entre d'une part la tradition de la versification française, dans tout ce qui est le plus classique, alexandrin notamment, décasyllabes moins, je pense, mais enfin, octosyllabes, c'est sûr. Ça, je peux t'en citer des décasyllabes, hein, donc t'inquiète pas, il y en a. Non, il y en a, mais il y en a quand même moins, n'est-ce pas? Il y en a quand même moins. Et ensuite, cette liberté, à la fois de l'agencement de deux ou davantage d'éléments de versification traditionnelle de la sorte, mais aussi parfois, n'est-ce pas, des injections d'éléments impairs. 3 syllabes, par exemple, n'est-ce pas, après une série d'octosyllabes ou d'alexandrins, tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'il y a, me semble-t-il, alors je rejoins complètement Michel, qui est vraiment expert en la matière dans ce sens, donc je fais bien de la rejoindre, n'est-ce pas? Oui. D'autant plus qu'elle est là, à côté de moi. Eh bien, oui. C'est cette recherche d'une versification qui ne s'éloigne pas trop d'une certaine tradition, de la vieille tradition française, la versification française, mais qui l'assouplit, qui cherche justement des effets qui vont plus loin et qui notamment distendent l'alexandrin pour en faire ce qui devient un verset de 15 syllabes ou quelque chose comme cela. Une sorte d'assonance métrique. Une sorte d'assonance métrique, si on peut. Oui, mais attention, assonance, ça c'est un autre domaine, n'est-ce pas? Ça c'est la sonorité, oui, c'est la phonétique, c'est pas la versification en tant que telle. Donc c'est plutôt une rythmique personnelle, effectivement, recherchée, et qui devient plus allongé, si vous voulez, avec le temps, parce que déjà, n'est-ce pas, dans les éloges,
on a vu effectivement qu'il y a cette apparenté au symboliste, mais par la suite, avec Anabase notamment, n'est-ce pas, il s'en éloigne, il fait quelque chose qui soit différent et qui soit déjà plus ample. Ça devient, dans Vent, dans un maire, n'est-ce pas, quelque chose d'autre, et qui répond, c'est lui-même qui le dit, n'est-ce pas, à l'objet même de sa quête, de sa recherche dans la poésie devant tel ou tel phénomène, en l'occurrence météorologique ou universel. Et donc il y a une adéquation recherchée à partir d'un certain moment entre l'objet qu'il évoque et la versification qu'il essaye d'appliquer à ce phénomène. Et ça me paraît quelque chose de très important. On le voit sous d'autres formes chez les symbolistes déjà, et notamment chez Mallarmé dans Un coup de dé, par exemple, mais qui est plus spatial dans sa présentation, tout comme le sont les calligrammes d'Apollinaire, par exemple. Alors ça, c'est tout à fait autre chose, mais pour lui, ça fait trop « je ». J-E-U. Ça fait trop jeu. Alors, jeu suprême, sans doute, chez le Mallarmé, oui, mais Saint John Perse trouve que, à son goût, n'est-ce pas, c'est trop limitatif. Ça ne peut pas aller très loin. Mallarmé pensait autrement. Mais Apollinaire, en faisant ses calligrammes, est resté au niveau du jeu. Il ne cherche vraiment pas à aller plus loin. Idiogramme, certes, calligramme, etc. Donc il y a des variantes à l'intérieur des calligrammes d'Apollinaire, c'est sûr, mais ça reste quand même limité dans ses possibilités poétiques. Et là, je pense que Saint John Perse a vu juste, parce qu'il a retenu la versification française de base, disons, n'est-ce pas, en l'assouplissant, en l'agrandissant, en voyant justement plus grand, avec ce sens de l'espace qu'il avait, on en a déjà parlé, et avec cette idée justement qu'il fallait qu'il y eût une correspondance entre ce qu'il écrivait et l'objet qu'il évoquait, ou le phénomène, n'est-ce pas, c'est pas simplement un objet, mais plutôt un phénomène général qu'il évoquait. D'où l'ampleur des vents, l'ampleur d'un mer, en fonction justement de ces phénomènes universels, etc. Et certes, c'est un poète difficile, comme on dit, n'est-ce pas ? Hermétique, non, je ne pense pas. Mais difficile, oui, c'est sûr, parce qu'il travaille tellement sur la langue. Parce que c'est quand même du nouveau, n'est-ce pas? C'est une recherche qu'il fait. C'est pas simplement une répétition de ce qui a été déjà fait. Mais il me semble qu'il y a quand même des poèmes consacrés à des phénomènes que tout le monde connaît, pluie, neige, vent, amère, la mer de manière générale et ses amers, certes. Et du moins, ça a été ma manière de pénétrer dans cette poésie difficile, c'était par le biais de phénomènes antillais, américains, chinois, tout ce que vous voulez, mais que je connaissais, que je pouvais connaître en tant que jeune homme, n'est-ce pas, sous la pluie en Angleterre, ou même sous la neige dans le nord de l'Angleterre, etc., etc. Et c'est par là, par exemple, on en parlera certainement cet après-midi, que j'ai commencé mes traductions pour essayer de pénétrer davantage et voir comment il travaillait sur les mots pour réaliser, au sens fort, n'est-ce pas, réaliser la neige, pour réaliser les pluies, avec ce dynamisme qui était inscrit dans sa poésie et dans sa poétique. Donc c'est cette espèce de volonté de symbiose entre le langage et le réel qui définit l'usage de la métrique chez lui, c'est cela? Il me semble. D'accord. Donc il me semble. Ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle le cratilisme en métrique, en poétique en général. Oui. Et je me souviens, tout particulièrement, encore une fois, pour le dernier numéro de la Nouvelle Anabase, nous avons repris un document qui est très méconnu, qui est ce colloque échangé entre Saint John Perse et un groupe de critiques et d'écrivains suédois, juste avant
la remise du prix Nobel. Ça nous remet... Est-ce que je pourrais dire 2 mots avant de regarder Non, on va pas regarder. Je voudrais simplement dire que Saint-Jean-Père, c'est dans la logique d'une écriture, de son style, de sa manière d'habiter la langue française, et de l'habiter pleinement. Pour autant, bon, il s'est refusé au travail sur la mise en page, en quelque sorte. Il y en a, parce qu'il y a quand même des décrochements. Cela ne veut pas dire que le travail sur la mise en page est limité dans son extension poétique et dans ce que cela dit du réel, parce que l'art est fait pour nous parler de ce réel que nous ne pouvons approcher avec le langage. Il nous désigne, parce que nous faisons tout pour nous en protéger. Et donc, chaque poète a sa manière d'appréhender ce vide de ce réel. Et chez Mallarmé, justement, le génie du coup de dé, c'est d'avoir ménagé cette place du vide, de l'espace. Et alors, que Apollinaire ait fait ensuite des calligrammes, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à l'idée de jeu JEU, parce que sans cela, on ne verrait pas toute la postérité énorme de ce que cela a dans l'expression poétique. C'est-à-dire que, et le Saint-Jean-Pers le dit lui-même, l'artiste, le poète, ne doit rien s'interdire dans la manière de faire fructifier le sens. Et donc, là, ce n'est pas ce qu'a choisi Saint-Jean-Pers, qui est resté fidèle à une certaine manière, qu'il a trouvée pratiquement dès l'âge de 17 ans, mais véritablement, là, c'est sa manière à lui. Ce n'est pas une manière absolue. Voilà, ce n'est pas un absolu. C'est une manière, et une manière qui nous parle énormément, et une manière à laquelle il a été donc fidèle toute sa vie de poète. Et s'il y a effectivement, si je peux enchaîner, n'est-ce pas, s'il y a du crétilisme effectivement chez lui, il n'apprécie pas du tout le crétilisme chez certains autres, notamment par exemple chez Ponge. Alors là, il veut l'éponger complètement de sa vie littéraire, poétique. Ils avaient, enfin du moins Ponge vis-à-vis de Saint-Jean-Pers, avait une haine mais féroce, et qui a continué après le décès de Saint-Jean-Pers, n'est-ce pas? Donc c'est un acharnement contre ce qui était une autre forme de crétilisme, de réalisation justement d'une vision. Voilà. Ça peut se comprendre énormément, effectivement. Ah, oui. Vous en aviez parlé dans un article, c'est-à-dire que peut-être que Ponge a constitué aussi un paravent, parce que mettant en scène de manière très ostentatoire, enfin son créatilisme à lui, ce rapport d'objectivation quasiment au réel, on en vient finalement, enfin il en vient lui-même à oublier qu'il y a également cette dimension chez Saint-Jean-Pers, mais qu'elle est enchâssée dans un lyrisme beaucoup plus avoué. Mais en tout cas, il est très important de parler avec vous de ces différents aspects, car je m'en rends compte quand vous parlez d'exil, par exemple. C'est vrai que le rythme, les jeux sur le rythme sont tirés à un tel point qu'on en arrive effectivement à des considérations, mais dans la métrique, par la métrique, à des considérations quasiment métaphysiques, dans le poème. Et cela, c'est vrai que c'est une expérience de lecture qui est étonnante et que tout le monde peut faire. Il suffit d'ouvrir Exil. Et je pensais donc tout à l'heure effectivement à ce document sur lequel nous sommes revenus dans la nouvelle anabase numéro 6, qui est donc ce colloque entre les écrivains suédois et les critiques qu'il a eu juste avant la remise du prix Nobel, et où, à l'occasion duquel un intervenant suédois lui pose la question à propos donc de sa définition de la métrique interne. Et il dit ceci, il dit vous savez, moi, je suis d'une génération qui a toujours eu un grand respect pour l'œuvre de Mallarmé. Je suis d'une génération qui est issue également de l'œuvre de Claudel, et ce que je salue chez Claudel, c'est d'avoir restitué la respiration humaine dans la poésie. Donc il y a déjà dans sa définition de la métrique, dans son approche même de la métrique, quelque chose qui dépasse ce que Roger Little a appelé tout à l'heure le jeu. Enfin, on dirait que dans un mauvais jeu de mots, ce sont les enjeux du jeu, en somme. Hein. C'est un peu cela. Et donc voilà, il est vrai que
parler de tout cela, parler donc du style, c'est également parler du fond avec Saint John Perse de manière générale. Le style, c'est l'homme. Le style, c'est l'homme. Comme disait l'autre. C'est le souffle. Et ce souffle, on le trouve à tout instant. Bon, on a repris ce mot pour la revue. Mais cette idée de souffle, c'est véritablement quelque chose qui le suit toute sa vie, justement. C'est le grand vent qui soulève les pages à la fin d'Images à Crusoé et qu'on retrouve jusqu'à la fin. Et je pense tout particulièrement aux pages que Roger Little a consacrées à Exil. Cet arrêt, finalement, d'une expérience avec l'exil et qui est un arrêt du souffle aussi. Et qu'il va falloir apprendre à domestiquer à nouveau dans l'espace et puis dans la parole. Ce sont des choses effectivement qui nous parlent d'une certaine façon. Et on a ces moments décisifs justement dans un nombre de poèmes de Saint John Perse. Honore au prince de ton exil, n'est-ce pas? C'est un moment de réalisation suprême dans ce texte, parce que là, le jeu change complètement. Tout à fait. La même chose quand il rencontre dans Vent le balafré, n'est-ce pas? Et qu'il se retourne pour revenir vers l'Est. N'est-ce pas? Ces moments où vraiment tout change, tout bascule. C'est, en tout cas, à mon sens, ce qu'il est important de faire passer dans une journée comme celle-là ou de toute autre journée consacrée à Saint John Perse, c'est la richesse absolument insondable de cette poésie, même pour des poèmes qu'on a l'impression d'avoir déjà balisés. J'ai à l'esprit un commentaire d'Henriette Le Villain dans son édition de Vent, où elle dit que ce poème est effectivement très vaste, mais on ne sait plus à un certain moment où il va. On chevauche avec lui, on est un peu essoufflé et on ne sait plus où il va. Et en emboîtant le pas de cette vision-là, moi je me suis dit qu'il faut encore relire les choses pour, dans les interstices, voir des dimensions qui nous échappent encore, mais alors totalement. J'ose dire totalement parce que j'ai à côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma droite, quelqu'un que nous avons la chance de compter parmi notre équipe de la Nouvelle Anabase, puisqu'il y a environ 3 ans de cela, c'est-à-dire à l'occasion de la présence d'œuvres de Saint John Perse à l'agrégation de lettres, c'est-à-dire en 2006-2007, Christian Rivoire a mené un travail de fourmi, un travail vraiment très exigeant dans les archives de la Fondation Saint John Perse, et il a mis à jour de nouvelles sources. Alors on ne peut pas véritablement parler de sources, on peut parler de points d'inspiration, etc. C'est une question qui dépasse largement celle des emprunts. Vous connaissez cet aspect dont on a beaucoup parlé à propos de Saint John Perse. Il est certain que c'est un fait. Il a beaucoup emprunté ci et là. Ses lectures étaient absolument foisonnantes et elles allaient de la grande science au manuel le plus trivial de vulgarisation. Et le poète, en tout cas, faisait son miel de tout cela, faisait son miel du réel, avec le livre, qu'on le veuille ou non, avec le livre comme vecteur vers ce réel. Et donc, Christian Rivoire a découvert les emprunts massifs qui ont été effectués par Saint John Perse chez deux très grands scientifiques de l'époque. Tout d'abord, un assyriologue patenté, puisqu'il a été directeur des antiquités au musée du Louvre pendant plus de 25 ans, je crois. Il s'agit de Georges Contenot, et qui a consacré donc la majeure partie de sa carrière à l'éclairage de la civilisation mésopotamienne. Et puis également, par la suite, donc ça nous avons consacré donc un numéro entier de la Nouvelle Anabase à cela, c'est le numéro 2. Et par la suite, donc poussant un peu plus loin ses investigations, Christian Rivoire a également découvert que toute une part de Vent était empreint non seulement d'emprunts spécifiquement parlant en termes textuels, mais également d'une inspiration, alors qui nous dit vraiment beaucoup sur la vision humaine de ce poète, envers un ethnologue très en vue à l'époque. Il s'agit d'Alfred Métro. Et donc, c'est l'objet de notre numéro 4 qui va donc paraître bien après le numéro 5 et le numéro 6. Enfin, ce sont les aventures très particulières de cette nouvelle Anabase qui parfois prend des chemins de traverse, mais enfin, voilà. Il se trouve en tout cas qu'avec cette nouvelle vision que nous avons du travail préparatoire, du processus créateur de Saint John Perse,
apparaît dans le même temps de nouvelles dimensions du poème. Et on en vient même à se demander, on aura l'occasion de le faire tout à l'heure avec Guillaume Bridet, s'il ne s'agit pas là finalement d'un tournant dans l'œuvre de Saint John Perse, dont on a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un poète universel, et dont on sait également que beaucoup ont pu récuser ce terme d'universalité en disant que finalement il était le poète de l'Occident. Ça a été la lecture qu'en a fait pendant très longtemps un très grand poète qui est Édouard Glissant. Pendant très longtemps a prédominé cette geste des Indes qu'il a opposé finalement à cette épopée de l'Occident que lui apparaissait être le poème Vent. Et avec les découvertes de Christian Rivoire, on a véritablement vu à quel point le poème lui-même est construit sur la diversité humaine, sur une valorisation de cette diversité et totalement, en tout cas, en prise avec les débats de l'ethnologie de son époque. Alors, je vais demander avant tout à Christian Rivoire de nous raconter un petit peu ce qu'a été l'aventure, mis à part cette non-édition pour le moment, mais enfin qui n'est que temporaire, cette aventure de cette découverte-là, et puis de ce que ça nous a amené par la suite à relire dans Vent. D'accord. Bon, je pense que toutes les personnes qui sont là savent qu'on a à Aix-en-Provence la bibliothèque telle qu'elle a été léguée par le poète. On a un certain nombre là-bas de documents, et il est évident que pour quelqu'un qui aime la poésie de Saint John Perse, avoir accès à ces documents est un plaisir tout particulier. Donc j'ai passé pas mal d'heures, comme tous ceux qui sont là, à travailler sur ces documents. Mais on a dans cette moisson d'ouvrages, on a des états qui sont très différents. Si vous voulez, on a par exemple quelques manuscrits. J'ai beaucoup travaillé sur Vent, donc on a un très beau manuscrit de Vent, mais qui est très proche de la version définitive du poème. Donc ça nous apprend des choses. Isa Hartmann, qui n'est pas là, aurait pu en parler mieux que moi. Elle a beaucoup travaillé, elle aussi, c'est sa spécialité, sur ces états manuscrits. Donc on a les états manuscrits et on a, à l'autre échelle, je dirais, à l'autre bout de l'échelle, on a des ouvrages lus par Saint John Perse et annotés. On trouve en marge des croix, des cercles, on trouve beaucoup de soulignements dans l'œuvre, dans le livre. Et donc on a là des outils très intéressants. Mais il nous manquait un peu, je dirais, l'étape intermédiaire. Et on s'est tous lamenté sur la disparition des fameux carnets noirs dont nous parlent ses amis, sur lesquels il aurait noté beaucoup de choses et qui auraient été écrits, qui auraient été donc détruits, voilà, à l'exception d'un seul. Et donc, il nous manquait une étape intermédiaire où, disons, on aurait vu le travail du poète dans son aspect brut. Parce que lorsqu'on regarde ces manuscrits, on sait très bien que les léguant à la Fondation, il sait que les chercheurs vont avoir accès à ça. Et quelque part, comme souvent dans sa vie, les éléments qu'il nous donne sont là aussi pour nous orienter vers une lecture, vers une réception de son œuvre. Et donc, on aurait voulu trouver des documents un peu bruts qui ne soient pas dans cette optique de nous orienter pour voir un petit peu comment il travaillait. Et c'est vrai que le hasard m'a permis d'être confronté à ce type de documents intermédiaires sous la forme de notes manuscrites qui sont donc des petits feuillets où il a écrit souvent donc ça se présente comme des notes de lecture. En fait, très souvent, ce sont des extraits littéraux de ces lectures qu'il reprend avec sa petite écriture un petit peu difficile à déchiffrer, avec ses abréviations, etc. Et donc, on a des notes de lecture qui, apparemment, n'avaient pas été suffisamment exploitées jusque-là. Voilà. Et donc, c'est en travaillant sur ces notes manuscrites que j'ai pu remonter la piste jusqu'à ces deux personnages que tu as cités, Georges Contenot et Alfred Métro. C'est-à-dire que le travail que j'ai pu effectuer, ce n'est pas un délire de critique qui inventerait comme ça une parenté entre Saint John Perse et Métro, et ça serait toujours sujet à polémique. Il s'agit là de documents qui nous sont bien parvenus par l'intermédiaire de Saint John Perse, mais dans un état qui me paraît plus brut, moins orienté. Voilà.
Alors, il est certain que l'ensemble de ces découvertes amène beaucoup de commentaires. On ne pourra pas ici faire état de l'intégralité de ces commentaires, même pas en donner l'idée du panorama, parce que ce sont des documents qui sont d'une extrême richesse, vraiment. Mais avec Guillaume Bridet et avec vous, Christian Rivoire, je voudrais aborder le rapport à l'anthropologie, qui est pour nous très important, puisque comme je le disais tout à l'heure, voilà un poète qu'on a voulu faire passer pendant très longtemps pour le poète de la civilisation, avec un grand C. Et on doit avoir quelques mérites qu'on soit obligé de reconnaître à l'œuvre de Roger Caillois en termes d'éclairage de l'œuvre. Il est certain que son insistance sur cet aspect poète de la civilisation, qui prend parti quasiment, en tout cas à lire Roger Caillois, qui prend parti pour la civilisation contre une certaine forme de primitivité, eh bien, j'ai souvent eu l'impression que Caillois tirait Saint John Perse vers un débat qui peut-être n'était pas le sien, ou que lui, il dépassait en tout cas, puisque à l'époque où Roger Caillois écrit Poétique de Saint John Perse, il est plongé dans cette polémique avec Lévi-Strauss tout particulièrement, dont vous avez énormément parlé dans votre ouvrage sur le rapport de Roger Caillois avec les sciences humaines. Et je me suis posé la question, nous nous sommes en tout cas posé la question dans ce numéro de la Nouvelle Anabase, si, avec beaucoup de prudence bien sûr, il ne s'agissait pas là d'une instrumentalisation du poète de la part de Roger Caillois. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est une attaque un peu violente, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, il me semble que Roger Caillois lit Saint John Perse en poète. Alors c'est vrai qu'en 1954, il n'est pas encore le poète qu'il va devenir avec l'écriture des pierres et qu'il osera enfin être finalement à la fin de sa vie, mais il le lit déjà comme un poète, et on peut dire que la poétique de Saint John Perse est un peu l'art poétique rêvé de Caillois lui-même, c'est-à-dire de ce qu'il aimerait, du poète qu'il aimerait être finalement, et c'est un miroir qu'il se propose, qu'il construit comme un poète. Un modèle poétique, voilà. De là à parler d'instrumentalisation, ça me paraît, le mot me paraît excessif et non déplacé. Je pense que ça reste un livre important. Il dit des choses sur Saint John Perse. Il ne tient pas toujours compte de ce que Saint John Perse lui signale. Il a sa lecture de Perse, il y tient. En particulier, il arrime Saint John Perse à la référence et à la science. Ce qui est sans doute une erreur, si on peut dire. Enfin, en tous les cas, si on lit Michel Aquien, c'est une erreur. Je pense que c'est juste de dire que Saint John Perse a une démarche davantage dirigée vers l'ontologie, vers le symbole, que vers la référence et la science. Bon, il fait un usage lui-même de la science, et Caillois fait un usage de Perse pour justifier une poésie future qu'il n'a pas encore écrite. Bon, c'est une rencontre de deux grands esprits, avec ce qu'il y a d'incompréhension, mais aussi je pense, de productif, dans la démarche de Roger Caillois, qui me semble s'appuyer sur cette présence persienne. Maintenant, par rapport, pour ce qui est du débat avec Lévi-Strauss, si vous me permettez, je dirais l'intérêt, me semble-t-il, de Saint John Perse pour Caillois, et plus généralement, j'allais dire pour nous, mais je prendrais peut-être trop de risques, je ne sais pas si nous reconnaîtrons, nous allons tous nous reconnaître dans ce que je vais dire, mais il me semble que l'intérêt des découvertes que vous avez faites concernant Métro, concernant Contenot, c'est d'élargir considérablement, je crois, l'univers de la référence présente dans Vent. Ça reste, à mon avis, central. Non pas tellement, d'ailleurs, pour la référence elle-même. Je veux dire, Saint John Perse ne tient pas à faire un exposé sur l'île de Pâques ou sur Haïti ou sur le vaudou, ça n'est pas son propos. Mais, je dirais, pour produire un effet, une aura d'universalité. Quelque chose d'une aura d'universalité. Moi, quand j'avais préparé mes étudiants à l'agrégation de lettres, j'avais parlé de Vent comme d'un poète atlantique, et voire atlantiste, je m'étais posé la question. Avec ces deux références, la part du réel prise en charge s'élargit considérablement, l'Amérique du Nord bien sûr, et l'Europe, et ce parcours atlantique entre les deux continents, mais aussi le Pacifique, qui avait déjà été identifié, la Polynésie, l'Orient, le monde entier, donc, des choses, des peuples, des civilisations. Et s'il faut chercher, je pense, une actualité de Perse en 1945 et aujourd'hui, c'est là, à mon sens qu'il faut la trouver, c'est-à-dire un poème qui opère le décentrement dans la prise en charge d'une histoire étendue au monde entier. Non pas le monde entier lu au prisme du destin national,
et Dieu sait si en 1945 il est d'actualité, c'est-à-dire non pas lu au prisme du destin national dans sa version républicaine et ou coloniale d'ailleurs, mais le monde entier pris dans un tout est composé de parties d'égale dignité. Alors si j'avais à contextualiser Perse d'un point de vue non pas poétique comme vous l'avez fait, mais d'un point de vue, je dirais, plus idéologique, j'aurais tendance à le rapprocher d'autres grands esprits de l'époque. Peut-être ça étonnera certains d'entre vous, je ne sais pas. J'aurais tendance à le rapprocher, par exemple, d'un esprit comme Erich Feuerbach, qui, lui aussi, est un exilé allemand, qui passe par la Turquie, qui se réfugie aux États-Unis. J'aurais tendance à le rapprocher d'un esprit comme Étiamble, qui lui aussi passe par l'Argentine, se retrouve au Caire, en Égypte. D'un esprit comme Kaiwa également, qui s'exile 6 ans en Argentine. C'est-à-dire d'esprits qui prennent conscience à l'occasion de la guerre, de la défaite de la France, de la défaite écrasante de la France, que l'histoire nationale est un cadre peut-être insuffisant, finalement, pour penser le monde. J'aurais aussi en amont une pensée pour Goethe, qui lui aussi, dans sa lettre à Eckermann en 1827, évoque la Weltliteratur, c'est-à-dire l'idée que, et il le fait à l'occasion de la lecture, c'est intéressant, d'un poème serbe et d'un conte chinois. Et voilà, donc la Serbie, la Chine, c'est l'univers cosmopolite, si vous voulez, qui nous est livré d'en vent. J'aurais aussi une pensée pour une institution comme l'UNESCO, par exemple, qui se met en place dans ces années 40-50. Et du coup, je lirais Vent comme le poème non pas d'un monde réconcilié, mais d'une France qui prend conscience de sa place relative dans le monde. D'un monde composé d'altérité, demandant d'accéder à une forme de reconnaissance. Alors, je crois que la chose est décisive en 1945. Elle l'était déjà en 1918, je veux dire, après la Première Guerre mondiale, où de grands esprits avaient déjà conscience que non seulement la France, mais la civilisation occidentale était en manque, ne suffisait plus peut-être pour guider l'humanité. Je pense que la guerre de 14-18, par exemple, pour quelqu'un comme Romain Rolland, ça marque une rupture fondamentale. On ne lit pas assez Romain Rolland, qui me semble pouvoir nourrir beaucoup de réflexions aujourd'hui sur ce qu'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est après le second conflit mondial de nouveau d'actualité, c'est-à-dire qu'une barbarie s'est déchaînée d'abord en Europe, pas seulement en Europe, mais entre autres en Europe. Et donc, il s'agit de penser avec les autres dans un contexte, je dirais, de décolonisation qui s'amorce également. Ce propos-là me parle aussi du présent, de ce que certains appellent, à partir des réflexions de Samuel Huntington, le choc des civilisations. Vous voyez, je pense que là, on a un poème vraiment, et un poète qui nous aide à penser à la fois ce que pourrait être le rôle de la France dans un monde reconfiguré. Et pour revenir à ce que disait Henriette Levillain sur le culot monstre de Perse, oui, je crois qu'il y avait vraiment un culot monstre dans ces années-là à écrire un poème comme ça, qui explique sans doute la raison pour laquelle il a été mal reçu, dans un contexte où on avait d'un côté une épopée communiste et de l'autre côté une épopée gaulliste qui tentait de masquer finalement un effondrement national. 1940, c'est tout de même un effondrement, c'est la défaite cuisante des armées françaises et c'est finalement la perte, ça amorce, je pense, la perte d'aura de la France. Il y avait là un véritable rappel à la réalité, je dirais, dans ce poème. Enfin, je le lirais comme ça, tout à fait irrecevable à la fois des milieux politiques et de la fiction qu'il maintenait, et des milieux littéraires, a fortiori, qui campaient sur l'écrivain français universel, l'écrivain français en majesté, d'une autre majesté qui n'est pas tout à fait celle de Perse. Je crois que ça, c'était parfaitement inaudible. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je le rapprocherais peut-être d'esprits comme Braudel ou Lévi-Strauss, qui eux aussi placent, je dirais, l'histoire dans le temps long. Alors le temps des structures, le temps de l'histoire de la longue durée, si vous voulez. Ce sont des penseurs là aussi des penseurs d'une France qui s'inscrit dans le temps long parce que le temps court de l'événement et du faire l'histoire lui est finalement devenu inaccessible, on pourrait dire, à mon sens. Voilà, si je réponds à vos questions. Tout à fait, vous nous donnez des perspectives tout à fait passionnantes, je crois. Quand vous nous parlez de décentrement, effectivement, il y a là quelque chose d'incontestable. Cela dit, est-ce que vous ne pensez pas que le poète, finalement, dans Vent, dit déjà plus que l'homme? L'homme, Alexis Léger, on le sait, il suffit de reprendre la Pléiade, est encore quelqu'un de très essentialiste. Ça a été dénoncé énormément par la suite, de manière un peu polémique, on s'est répondu là-dessus.
Mais il reste qu'effectivement, il y a des déclarations. Il est attaché à sa francité comme quelque chose de chimique, dit-il. Et pourtant, on voit se déployer dans le poème, et particulièrement à cette époque, vous avez eu raison de souligner que c'est l'époque du conflit mondial. On voit juste au lendemain de ce conflit se déployer une sorte d'ouverture au monde qui, je crois, n'a pas encore été comprise jusqu'à présent. Elle a été justement, je crois, minorée par ceux-là même qui ont tenu Saint John Perse, je crois, dans le sillage de Roger Caillois. Je continue de le penser quand je reprends les pages un peu systématiques de Caillois là-dessus, poète de la civilisation qui prend parti pour la civilisation. J'ai l'impression qu'on est passé à côté d'une dimension de vent de ce point de vue-là, et qu'il y a une ouverture qui va se retrouver par la suite dans l'œuvre encore, mais qui là connaît son acmé à mon avis, et c'est cela que nous dit les découvertes de Christian Ivoire aussi. Je voudrais intervenir un tout petit peu sur cette question de vent. On a parfois reproché à Saint John Perse d'avoir une culture finalement relativement superficielle. Ça a été écrit par de grands Persiens, faite de briques et de brocs, et qui restait à un niveau journalistique. Quand on voit comment il prend conscience, comment il prend connaissance de Métro, on a une vision tout autre. C'est-à-dire que non seulement il va avoir accès à Métro par un ouvrage qu'on pourrait dire de vulgarisation sur l'île de Pâques, mais il va au même moment aller chercher l'œuvre scientifique qui correspond, la monographie scientifique qui correspond. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Vincent Deben qui vient de sortir, qui s'appelle L'adieu au voyage, qui est un livre extraordinaire et qui me parle beaucoup personnellement parce que je retrouve la problématique devant. Vincent Deben parle de ces doubles livres des ethnologues quand ils reviennent du terrain. Un livre qui est vraiment scientifique, la monographie. Ici, c'est une monographie de Métro en langue anglaise, très fouillé, et il y a le livre, disons, plus grand public, sur l'île de Pâques également de Métro. Non seulement Saint John Perse a accès à ces deux monuments, mais en plus, il va chercher dans une revue scientifique, le journal des américanistes, il va chercher des articles extrêmement pointus sur des Indiens Uruchipaya de Bolivie. Et c'est avec tous ces documents, ça fait presque 1000 pages, au moins, parce que peut-être avait-il lu plus, mais en tout cas, on a la preuve de cette lecture-là, de près de 1000 pages, qu'il va chercher des éléments à mettre dans son œuvre. Donc, il y a une connaissance extrêmement fouillée, et moi, j'en arrive à me dire que finalement, on pourrait lire encore Vent dans un nouvel axe, avec une nouvelle problématique. J'ai l'impression que Vent nous parle des problématiques qui ont agité les ethnologues et les anthropologues français dans la période de l'entre-deux-guerres, avec cette nécessité du voyage. Il faut sortir de son petit monde clos, il faut partir, il faut aller sur le terrain. Alors, tous ceux qui pensent à Vent vont retrouver le schéma de Vent, sortir du monde clos, aller sur le terrain, voyager, rencontrer des populations très différentes des nôtres, tenter l'expérience. Et il y a une problématique qui est énorme pour les ethnologues à cette époque-là, c'est le retour. Parce que finalement, partir, c'est une chose, vivre un voyage, s'immerger dans une autre culture, c'est une chose, mais peut-être le plus dur, c'est de revenir. Et qu'est-ce que l'on va rapporter aux hommes quand on revient? C'est exactement l'idée du chaman dans Vent. Et il traite de ce retour. Avec sa parole qui est au vasque du futur, sa parole qui est au vivant. Oui. Et si on revient pas, si le chaman ne revient pas de sa quête, son voyage initiatique ou religieux n'aura servi à rien. Pour le poète, c'est pareil. Pour l'ethnologue, c'est pareil. Il s'agit de revenir. Et les ethnologues, quand ils reviennent, se posent la question comment je rends compte de mon aventure? Et c'est pour ça qu'il y a les deux documents. Le document scientifique pour leurs pairs, pour les savants, et le document grand public pour les autres. Et une problématique qui se pose à ce moment-là aux ethnologues, c'est quelle part on donne à la littérature, avec une grosse tendance des scientifiques, des sciences humaines, à dire la littérature, c'est du passé, c'est dépassé.
Nous, scientifiques, nous allons apporter des choses beaucoup plus sûres. Et je crois que Vent se positionne dans cette problématique du savant et de l'homme de lettres, que l'on retrouve aussi dans le discours du Nobel qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des lectures nouvelles qui me semblent s'ouvrir à la lumière de ce savoir très précis sur les ethnologues. Et je crois que Saint John Perse défend la littérature. Et peut-être, comme le disait Madame Aquien tout à l'heure, peut-être finalement c'est le littéraire, c'est le poète qui ira le plus loin, parce qu'il va chercher plus profondément en lui des vérités. Et je vais terminer là-dessus, mais la grande différence entre le poète et le savant par rapport à ces arts premiers, c'est que le savant, le scientifique, l'ethnologue est obligé de rester en retrait. Il ne doit pas se fondre dans le monde qu'il observe. Il lui faut une neutralité scientifique. Or, le poète, lui, peut se dispenser de cette neutralité. Et c'est très beau de voir dans Vent que la divination des Assyriens, qui est donc inspirée par Contenot, prend une place. On ne la chasse pas, on ne dit pas mais c'est un savoir dépassé, nous autres modernes, etc. Non, non. La parole du poète de l'Antiquité a sa place pleine et entière dans le poème moderne. Et je termine. Je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas chez Saint John Perse, quelque chose qu'on a chez tous les ethnologues, c'est la nostalgie, la déploration, triste tropique, l'adieu au voyage, dit Vincent de Benne, etc. Métro, beaucoup de déploration quand il nous parle de l'île de Pâques. Je crois qu'on ne peut pas lire un ethnologue sans avoir ces passages. Et puis on a à côté quelqu'un qui les suit, qui mène une problématique parallèle, mais qui est d'un optimisme par rapport aux forces de vie qui est extraordinaire. Oui. Parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes que le scientifique. Mais de toute façon, c'est cette ouverture, ce sont les dimensions de cette ouverture à la fois dans le temps avec les Assyriens et dans l'espace, puisque quand le poème, je parle de Vent toujours, excède toutes ses limites et va donc se perdre dans le Pacifique, c'est une ouverture dans l'espace qui est vraiment une béance, on peut le dire. Ce sont les différentes dimensions et les différents enjeux de cette ouverture-là que finalement on n'avait pas aperçu encore jusqu'à présent, parce que tout à l'heure vous parliez de ce retour de l'ethnologue, mais que n'a-t-on reproché justement à Saint John Perse? Et je pense évidemment à ce chef-d'œuvre de la littérature que sont les Indes d'Édouard Glissant. Que n'a-t-on reproché à Saint John Perse d'avoir chanté dans Vent le retour en Est, justement, après que le poème se perde quasiment dans cette poussée vers l'ouest qui est la poussée de l'ouverture maximale, eh bien, on lui a reproché finalement d'être, lui, revenu à sa culture, revenu vers l'est. Mais on ne se rend pas compte que c'est ressourcé aussi, il revient ressourcé de ce voyage, cette ouverture au monde. Et c'est, je crois, là, la source d'un quiproquo, de malentendu tout à fait massif. Le deuxième aspect de ce malentendu est encore plus paradoxal, parce que le même Glissant, justement, qui nous dit dans les Indes ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le poète chante, Saint John Perse chante un peu la victoire de l'Occident et oublie les peuples déportés, les peuples méprisés, etc. Et donc il institue une contre-épopée à ce chant qui lui paraît être un chant colonial ou même colonialiste. Eh bien, le même Glissant aura des intuitions qui vont largement au-delà de la problématique et qui nous permettent de relire justement Vent à la façon dont le fait Christian Rivoire aujourd'hui. Parce que dans une même mention de Vent, vous avez à la fois une référence quand vous savez où va le poème et quand vous savez justement de quoi il s'est inspiré ou des différentes sources dont il s'est servi, mais vous avez également un poème qui échappe à la référence, qui finalement va transcender la référence. Donc il y a ce jeu, ce double jeu, et on ne peut pas s'en départir. C'est-à-dire que si on prend position pour un aspect plutôt que l'autre, je crois qu'on ne perçoit pas cette intégralité du propos. C'est-à-dire que le propos est à la fois référencé et à la fois échappe à la référence. Je ne voudrais pas abuser, mais un exemple de ce que tu dis, c'est
Par exemple, à Métro, il emprunte des choses sur l'île de Pâques et des éléments sur les Indiens Uruchipaya. Il va les utiliser dans Vent au moment où le héros est en vue du Pacifique. Donc, il aurait très bien pu, puisque de toute façon, ce n'est pas référencé, il aurait pu mélanger ces documents, ces sources. Il ne le fait pas. C'est-à-dire que quand il parle de la cordillère, il va mettre des éléments uniquement pris dans les études sur les Uruchipaya. Et quand il parle de l'île de Pâques, il va prendre des éléments uniquement pris sur l'île de Pâques. C'est-à-dire que tout en ne donnant pas les références, ce qui nous permet, nous, des lectures beaucoup plus vastes, lui s'impose, mais vraiment à titre personnel, puisqu'il n'y a personne qui l'oblige à ça, il s'impose à une précision extraordinaire. Extraordinaire. Il a c'est ce que tu disais, Roger, tout à l'heure, quand tu parlais de cette précision dans le détail, alors qu'il est sous le regard de personne quand il fait ça. Hein, c'est son éthique. Bien sûr, vous allez retrouver des exemples tout à fait précis de ce qu'on essaye de développer ici dans ce numéro que nous attendons toujours, de la Nouvelle Anabase. Nous avons essayé de traiter en tout cas de ces différents aspects. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais juste revenir sur ce que vous appelez le malentendu à propos d'Édouard Glissant. Moi, il me semble qu'il est peut-être suscité par le fait qu'il y a une forme de contradiction quand même dans un poème comme Vent qui témoigne d'un nouvel universalisme élargi, étendu. Et en même temps, ce nouvel universalisme, il est formulé par une voix absolument souveraine, de type aristocratique finalement. Et ça, à mon avis, c'est la voix souveraine du poète qui accorde à toute chose et à tout peuple sa place dans l'ordre du monde. Mais elle ne se met pas tout à fait sur le même plan que les autres. Alors il y a comme ça, je pense, un décrochage entre l'énonciation qui est vraiment en gloire, si vous voulez, et en même temps une espèce d'élargissement de l'ensemble des peuples. C'est une posture que je pense a pu susciter, enfin je comprends qu'elle ait pu susciter des expressions Glissant qui dit Perse, colon de l'universel. Je trouve que c'est très fort et je trouve que c'est vraiment une magnifique formule. Bon, ou alors quand Alan Ted parle de le mélancolique gaulois hein, dans une lettre. La question, ce serait de savoir si le colon, est-ce que c'est le français nostalgique de la grandeur impériale ou est-ce que c'est le poète en gloire? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est davantage le poète que le français. C'est peut-être un faux débat, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est le poète, en fait. Et c'est peut-être, alors, s'il y avait une remarque à formuler du point de vue d'aujourd'hui, ce serait de dire, mais peut-être qu'une muse démocratique, voilà, enfin, personnellement, une muse plus démocratique me scierait mieux. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui peut énerver ou parfois un peu... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que vous avez évoqué justement cette position qu'adopte Saint John Perse et qui est légèrement agaçante. Hein, bon, on est bien d'accord. Cette histoire de colombe de gloire, je trouve que c'est une très très belle formule parce que c'est une manière, en quelque sorte, de continuer ce quelque chose qui a commencé avec Éloge et qui explique peut-être l'adoption du verset. On en parlait tout à l'heure. Hein. Parce que, bon, d'une part, j'avais oublié quand même parmi les influences celle de Lautréamont, qui est un autre qui est venu d'ailleurs. Hein. Mais au début, il y a cette idée de fêter quelque chose, éloge. Il dit que c'est vraiment le nom qu'il donnerait à toute sa poésie, hein, fêter une enfance, éloge, image. Et cette poésie du sacré, finalement, elle est quelque part derrière, je pense. Hein, c'est dans cette adoption du verset. Et ensuite, lorsqu'il reprend sa plume poétique, il y a ce quelque chose de la colombe de gloire, effectivement, où il se place un peu au-dessus des hommes pour parler de l'homme. Alors, c'est vrai que c'est assez agaçant, mais en même temps, c'est de l'homme qu'il parle, et dans Vent, il ne cesse de dire, mais c'est de l'homme qu'il s'agit. Hein. C'est vraiment ce quelque chose-là. Et qu'il trouve. Voilà, qu'il trouve. Oui, je peux rajouter peut-être également que finalement, si on lit Métro, on va s'apercevoir que Métro a des jugements très très durs sur certains peuples, hein, sur les gens de la Bolivie. Mais quand Saint John Perse reprend ces passages-là, il n'y a plus ces jugements négatifs. Hein. Énorme pour les ethnologues à cette époque-là, c'est le retour.
Parce que finalement, partir, c'est une chose. Vivre un voyage, s'immerger dans une autre culture, c'est une chose. Mais peut-être le plus dur, c'est de revenir. Et qu'est-ce que l'on va rapporter aux hommes quand on revient? C'est exactement l'idée du chaman d'Anvand. Et il traite de ce retour. Avec sa parole qui est au vasque du futur, sa parole qui est au vivant. Oui. Et si on revient pas, si le chaman ne revient pas de sa quête, son voyage initiatique ou religieux n'aura servi à rien. Pour le poète, c'est pareil. Pour l'ethnologue, c'est pareil. Il s'agit de revenir. Et les ethnologues, quand ils reviennent, se posent la question comment je rends compte de mon aventure. Et c'est pour ça qu'il y a les deux documents. Le document scientifique pour leurs pairs, pour les savants, et le document grand public pour les autres. Et une problématique qui se pose à ce moment-là aux ethnologues, c'est quelle part on donne à la littérature, avec une grosse tendance des scientifiques, des sciences humaines, à dire la littérature, c'est du passé, c'est dépassé. Nous, scientifiques, nous allons apporter des choses beaucoup plus sûres. Et je crois que Vent se positionne dans cette problématique du savant et de l'homme de lettres, que l'on retrouve aussi dans le discours du Nobel qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des lectures nouvelles qui me semblent s'ouvrir à la lumière de ce savoir très précis sur les ethnologues. Et je crois que Saint John Perse défend la littérature. Et peut-être, comme le disait Madame Aquien tout à l'heure, peut-être finalement c'est le littéraire, c'est le poète qui ira le plus loin, parce qu'il va chercher plus profondément en lui des vérités. Et je vais terminer là-dessus, mais la grande différence entre le poète et le savant par rapport à ces arts premiers, c'est que le savant, le scientifique, l'ethnologue est obligé de rester en retrait. Il ne doit pas se fondre dans le monde qu'il observe. Il lui faut une neutralité scientifique. Or, le poète, lui, peut se dispenser de cette neutralité. Et c'est très beau de voir dans Vent que la divination des Assyriens, qui est donc inspirée par Contenot, prend une place. On ne la chasse pas, on ne dit pas mais c'est un savoir dépassé, nous autres modernes, etc. Non, non. La parole du poète de l'Antiquité a sa place pleine et entière dans le poème moderne. Et je termine. Je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas chez Saint John Perse, quelque chose qu'on a chez tous les ethnologues, c'est la nostalgie, la déploration, triste tropique, l'adieu au voyage, dit Vincent de Benne, etc. Métro, beaucoup de déploration quand il nous parle de l'île de Pâques. Je crois qu'on ne peut pas lire un ethnologue sans avoir ces passages. Et puis on a à côté quelqu'un qui les suit, qui mène une problématique parallèle, mais qui est d'un optimisme par rapport aux forces de vie qui est extraordinaire. Oui. Parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes que le scientifique. Mais de toute façon, c'est cette ouverture, ce sont les dimensions de cette ouverture à la fois dans le temps avec les Assyriens et dans l'espace, puisque quand le poème, je parle de Vent toujours, excède toutes ses limites et va donc se perdre dans le Pacifique, c'est une ouverture dans l'espace qui est vraiment une béance, on peut le dire. Ce sont les différentes dimensions et les différents enjeux de cette ouverture-là que finalement on n'avait pas aperçu encore jusqu'à présent, parce que tout à l'heure vous parliez de ce retour de l'ethnologue, mais que n'a-t-on reproché justement à Saint John Perse? Et je pense évidemment à ce chef-d'œuvre de la littérature que sont les Indes d'Édouard Glissant. Que n'a-t-on reproché à Saint John Perse d'avoir chanté dans Vent le retour en Est, justement, après que le poème se perde quasiment dans cette poussée vers l'ouest qui est la poussée de l'ouverture maximale, eh bien, on lui a reproché finalement d'être, lui, revenu à sa culture, revenu vers l'est, mais on ne se rend pas compte que c'est ressourcé aussi, il revient ressourcé de ce voyage, cette ouverture au monde, et c'est, je crois, là la source d'un quiproquo, de malentendus tout à fait massif. Le deuxième aspect de ce malentendu est encore plus paradoxal, parce que le même Glissant, justement, qui nous dit dans les Indes ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le poète chante, Saint John Perse chante un peu la victoire de l'Occident et oublie les peuples déportés, les peuples méprisés, etc. Et donc il institue une contre-épopée à ce chant qui lui paraît être un chant colonial ou même colonialiste.
eh bien, le même glissant aura je dirais, des intuitions qui vont largement au-delà de la problématique et qui nous permettent de relire justement Vent à la façon dont le fait Christian Rivoire aujourd'hui. Parce que dans une même mention de Vent, vous avez à la fois une référence quand vous savez où va le poème et quand vous savez justement de quoi il s'est inspiré ou des différentes sources dont il s'est servi, mais vous avez également un poème qui échappe à la référence, qui finalement va transcender la référence. Donc il y a ce jeu, ce double jeu, et on ne peut pas s'en départir. C'est-à-dire que si on prend position pour un aspect plutôt que l'autre, je crois qu'on ne perçoit pas cette intégralité du propos. C'est-à-dire que le propos est à la fois référencé et à la fois échappe à la référence. Je ne voudrais pas abuser, mais un exemple de ce que tu dis, c'est par exemple, à Métro, il emprunte des choses sur l'île de Pâques et des éléments sur les Indiens Uruchipaya. Il va les utiliser dans Vent au moment où le héros est en vue du Pacifique. Donc, il aurait très bien pu, puisque de toute façon, ce n'est pas référencé, il aurait pu mélanger ces documents, ces sources. Il ne le fait pas. C'est-à-dire que quand il parle de la cordillère, il va mettre des éléments uniquement pris dans les études sur les Uruchipaya. Et quand il parle de l'île de Pâques, il va prendre des éléments uniquement pris sur l'île de Pâques. C'est-à-dire que tout en ne donnant pas les références, ce qui nous permet, nous, des lectures beaucoup plus vastes, lui s'impose, mais vraiment à titre personnel, puisqu'il n'y a personne qui l'oblige à ça, il s'impose à une précision extraordinaire. Extraordinaire. Il a c'est ce que tu disais, Roger, tout à l'heure, quand tu parlais de cette précision dans le détail, alors qu'il est sous le regard de personne quand il fait ça. Hein, c'est son éthique. Bien sûr, vous allez retrouver des exemples tout à fait précis de ce qu'on essaye de développer ici dans ce numéro que nous attendons toujours, de la Nouvelle Anabase. Nous avons essayé de traiter en tout cas de ces différents aspects. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais juste revenir sur ce que vous appelez le malentendu à propos d'Édouard Glissant. Moi, il me semble qu'il est peut-être suscité par le fait qu'il y a une forme de contradiction quand même dans un poème comme Vent qui témoigne d'un nouvel universalisme élargi, étendu. Et en même temps, ce nouvel universalisme, il est formulé par une voix absolument souveraine, de type aristocratique finalement. Et ça, à mon avis, c'est la voix souveraine du poète qui accorde à toute chose et à tout peuple sa place dans l'ordre du monde. Mais elle ne se met pas tout à fait sur le même plan que les autres. Alors il y a comme ça, je pense, un décrochage entre l'énonciation qui est vraiment en gloire, si vous voulez, et en même temps une espèce d'élargissement de l'ensemble des peuples. C'est une posture que je pense a pu susciter, enfin je comprends qu'elle ait pu susciter des expressions Glissant qui dit Perse, colon de l'universel. Je trouve que c'est très fort et je trouve que c'est vraiment une magnifique formule. Bon, ou alors quand Alan Ted parle de le mélancolique gaulois hein, dans une lettre. La question, ce serait de savoir si le colon, est-ce que c'est le français nostalgique de la grandeur impériale ou est-ce que c'est le poète en gloire? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est davantage le poète que le français. C'est peut-être un faux débat, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est le poète, en fait. Et c'est peut-être, alors, s'il y avait une remarque à formuler du point de vue d'aujourd'hui, ce serait de dire, mais peut-être qu'une muse démocratique, voilà, enfin, personnellement, une muse plus démocratique me sierait mieux. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui peut énerver ou parfois un peu... je ne sais pas ce que vous entendez. Parce que vous avez évoqué justement cette position qu'adopte Saint John Perse et qui est légèrement agaçante. Hein, bon, on est bien d'accord. Cette histoire de colombe de gloire, je trouve que c'est une très très belle formule parce que c'est une manière en quelque sorte de continuer ce quelque chose qui a commencé avec éloge et qui explique peut-être l'adoption du verset. On en parlait tout à l'heure. Hein. Parce que, bon, d'une part, j'avais oublié quand même parmi les influences celle de Lautréamont, qui est un autre qui est venu d'ailleurs. Hein. Mais au début, il y a cette idée de fêter quelque chose, éloge. Il dit que c'est vraiment le nom qu'il donnerait à toute sa poésie, hein, fêter une enfance, éloge, image.
Et cette poésie du sacré, finalement, elle est quelque part derrière, je pense. Hein, c'est dans cette adoption du verset. Et ensuite, lorsqu'il reprend sa plume poétique, il y a ce quelque chose de la colonne de gloire, effectivement, où il se place un peu au-dessus des hommes pour parler de l'homme. Alors, c'est vrai que c'est assez agaçant, mais en même temps, c'est de l'homme qu'il parle, et d'en vent, il ne cesse de dire, mais c'est de l'homme qu'il s'agit. Hein. C'est vraiment ce quelque chose-là, et qu'il trouve. Voilà, qu'il trouve. Oui, je peux rajouter peut-être également que finalement, si on lit Métro, on va s'apercevoir que Métro a des jugements très très durs sur certains peuples, hein, sur les gens de la Bolivie. Mais quand Saint John Perse reprend ces passages-là, il n'y a plus ces jugements négatifs. Hein. Donc je crois que c'est quand même intéressant aussi à noter. Et puis il y a autre chose. Non, mais il est certain que son énonciation de poète lui permet beaucoup de choses, c'est certain.